Bienvenue à vous. Content de vous retrouver. 41e funeste Fred, je tiens à le dire. Oui, vous serez prévenu. Encore une fois, le texte d'ouverture, si jusqu'à un certain stade, par certains aspects, on peut le trouver drôle, il peut aussi choquer. Oui, vous voici averti. C'est que je me disais, comme on n'arrive pas vraiment à être plus nombreux sur cette plateforme avec notre micro-chaînette, pourquoi ne pas s'offrir davantage d'extras de textes rarement entendus sur cette plateforme qu'on n'entend pas souvent, hein, et pas seulement sur cette plateforme. Et j'aurai l'occasion, les références du texte d'ouverture juste après lecture, bien entendu, et j'aurai l'occasion de vous montrer des parutions assez récentes, on peut dire des nouveautés. Oui, quelques bouquins, quelques nouveautés dans l'ensemble. Un numéro au cœur de l'été, calme, qui sera que j'ai voulu calme, tout calme, même si calme, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit l'adjectif adéquat pour notre texte, notre histoire, notre récit d'ouverture. Nous partons pour l'année 1894. En Russie, en 1894, décède le tsar Alexandre III, qui, sur le trône, aura pour successeur Nicolas II, hein. Et ce texte a été écrit tout à la fin, dont vous connaîtrez l'auteur aussi. Vous préférez l'autrice, un petit indice juste après lecture. Donc ce texte a été écrit, plus précisément, il a été le 29 décembre de 1894. Alors elles sont mises, on est à la bonne page, je pense bien, et notre histoire s'intitule Histoire d'un casque, d'une princesse et d'un pistolet. Histoire d'un casque, d'une princesse et d'un pistolet. J'étais alors en Russie. Le tsar Alexandre III était mort, mais non encore inhumé. Autour du cercueil, dans la chapelle ardente, les chevaliers gardes veillaient à tour de rôle. On sait que l'usage des cours, principalement de la cour russe, prolonge indéfiniment ces honneurs funèbres. Aussi en était-on venu à se blaser sur le respect de la majesté défunte. Les chevaliers attendaient leur tour de veille en soupant plutôt joyeusement avec les dames dans une grande salle dont Cuba faisait le service et qui ne désemplissait pas de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Leur état d'âme ressemblait à celui du grand-duc qui charmait les mélancolies du deuil officiel en raclant éperdument du violon. On n'a jamais tant sablé d'extradrail ni tant chanté de gaudriole. Parmi les intrépides soupeuses, l'une des plus remarquables par sa crânerie à porter le champagne, était Sophie Ivanhoe, mariée à ce prince d'Épire si connu dans les bars parisiens et qui a été mêlé obscurément à une tragédie royale récemment. La princesse, une nuit, avait tant bu de champagne qu'il lui fut bientôt impossible de résister aux conséquences prosaïques et inévitables de cette intempérance. Elle ne pouvait garder sa peine pour elle plus longtemps et par malheur, il n'y avait dans le local où se tenait l'assemblée aucun de ces lacrymatoires si commodes à l'aide desquels les dévotes du XVIIe siècle supportaient sans trop de malaise les sermons interminables du père Bourdaloue. À un moment, la princesse des Pires s'éloigna, n'y tenant plus. Une minute après, elle reparut, la mine soulagée, pas la mine seulement. Elle se remit avec entrain à la conversation. Cependant, le comte Fedora, nous pourrions l'appeler aussi le comte Serge, cela ne le compromettrait pas davantage, s'agitait et courait de côté et d'autre. Son tour de garde était venu et il ne retrouvait plus son casque. Prendre part à la veillée solennelle sans cet accessoire guerrier était absolument impossible et déjà le malheureux se voyait aux arrêts de rigueur. Il eût donné en ce moment toutes les Russies pour son casque. Enfin, après des recherches interminables,
Il le découvrit. Le casque était plein d'un liquide ambré et légèrement mousseux. Tout le monde était gris cette nuit-là, comme si l'on se fût trouvé en Pologne et non en Russie. Sans doute quelqu'un avait versé de l'extra dry dans cette coupe improvisée. Mais il fut loisible au comte Fédor de reconnaître que le liquide en question n'était pas du champagne. D'ailleurs, la princesse d'Épire, sans le moindre embarras, avoua l'irrévérence dont elle venait de faire preuve envers les effets de grand équipement du chevalier garde. Cependant, le comte Fédor était en train de décanter le précieux et princier liquide pour se recoiffer de son armère. Des murmures de protestation s'élevèrent. Comte Fédor, lui dit son camarade Alexianov, vous manquez absolument de galanterie, soit dit sans vous offenser. Et pourquoi donc riposta le comte. Parce que vous auriez dû remettre votre casque sans le vider. C'est la princesse d'Épire. Ce que la princesse d'Épire vient d'y mettre est-il donc à dédaigner? Fédor objecta que son uniforme aurait pu être endommagé par ce baptême d'un genre inédit. L'excuse fut admise et le chevalier garde s'en alla prendre son tour au chevet du mort impérial avec le fameux casque veuf de son contenu. N'est-ce pas qu'on imagine volontiers cette histoire gauloise, bien que très russe, racontée par quelques narrateurs des Cent nouvelles nouvelles, et la reine Marguerite de Navarre l'eût fait figurer sans crainte dans son Heptaméron. Mais ce qui n'effrayait pas la Marguerite des Marguerites ferait sans doute peur aux contemporains, et je dois ici une excuse d'avoir rapporté toute une anecdote, trop rabelaisienne peut-être, mais qui a l'avantage de documenter un peu le public sur la façon dont se passaient les grands deuils officiels à la cour de Russie vers la fin du XIXe siècle. Cours infiniment pittoresque avec un mélange de sauvagerie et de civilisation ultra raffinée et qui par là nous rappelle un peu l'époque violente et délicieuse de la Renaissance française. Le comte Fédor se trouvait être l'amant de la princesse d'Épire. Le bruit de leurs amours circulait dans le tout Pétersbourg. Le prince seul paraissait l'ignorer heureusement, car avec la fougue barbare de ses instincts, à peine effleurés par la culture mondaine, il eût été capable de tout sous l'inspiration de la jalousie furieuse. Mais les amants avaient réussi jusqu'alors à lui cacher leur intrigue, su de tout le pays. Par malheur, il n'y a si parfaite sécurité qui ne soit menacée de catastrophes imprévues. Pendant une longue absence de son mari, la princesse d'Épire oublia toute prudence dans son rapport avec le comte. Lorsque l'époux revint, elle était très visiblement enceinte. Par l'amour Dieu, madame, lui dit le prince, vous ne me ferez pas croire que ceci soit naturel. On n'a rien vu de tel depuis la Sainte Vierge. Et en attendant le divorce, il la gratifia d'un énorme coup de pied dans le ventre. Ce seigneur avait, pour témoigner sa colère, des façons quelque peu brutales. La princesse empocha le coup de pied, puis le prince d'Épire se tourna vers le comte Fédor. Monsieur, lui dit-il, nous allons nous battre, et retenez bien ce que je vous ai dit. Je suis sûr de vous toucher au pistolet et de vous atteindre précisément à la partie la plus coupable de votre personne. Vous n'entendez? Le duel eut lieu, et en effet, les pronostics du prince d'Épire se réalisèrent pleinement. Fédor fut blessé, de la façon qu'il lui avait annoncé, et puni par où il avait péché. Le coup de pistolet du mari offensé l'atteignit juste à l'endroit annoncé. Ce coup unique tiré sur lui par le prince le mit pour le reste de ses jours dans l'impossibilité de faire comme lui. Cette vengeance, elle aussi, n'est-elle pas d'une autre époque? Mais il faut avouer que décidément il y a un Dieu pour les maris trompés en Russie, du moins. C'est égal.
Pauvre Fédor, sa destinée est vraiment lamentable. Et comme il était fort aimé parmi les grandes dames de la cour et les petites dames du théâtre, on ne saurait dire combien de regrets suscita l'incapacité viagère que lui avait infligée l'atroce vendetta du prince d'Épire. Alors, avant de vous montrer d'où c'est tiré, oui, je vous avais dit que je voulais revenir un peu sur les motivations, hein, sur ce qui explique, justifie, le fait que notre magazine sur YouTube, oui, ben, continue, existe toujours, en dépit de ce que je peux dire en début d'émission. Des fois, c'est que, voyez-vous, peut-être dois-je manquer pour ça de quelque aspect, par trop, fantasque et romantique, peut-être ai-je toujours, il est vrai, et très tôt, déjà, contrairement à ce qu'on a pu, s'imaginer, des fois, j'ai toujours dû pécher par comme on dit, par excès de réalisme, et il doit me manquer pour sûr, quelques aspects lunaires, quelques caractères fantasques pour ça, pour le moment, pour sûr, pour m'adonner à l'écriture d'articles, dans l'assurance que ceux-ci, de mon vivant, n'arriveront probablement jamais sous d'autres yeux que ceux de mon vivant, oui, pour yeux, sous d'autres que ceux de votre serviteur. Mes articles sur les bouquins, partant, et il faut croire que ces temps-ci, je préfère venir vous faire d'autant que j'ai fait ceci expliquant peut-être encore cela, comme j'ai fait naguère de la radio, eh bien voilà, il faut croire que ces temps-ci, je préfère venir, vous proposer mes petites chroniques vidéo à notre manière. Oui, on ne s'est pas dit que je m'y remettrais, un de ces quatre, mais pour le moment, ça me va comme ça. Et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, hein, si vous avez des propositions, des choses à mettre, comme on dit, dans la boîte à suggestions. Il ne faut pas éviter non plus en comment, du moment que ça reste courtois, encore une fois. Oui, et ça doit se compter. Peut-être, oh oui, pour sûr, sur les doigts de plus d'une main, pas mal d'années déjà que j'ai renoncé pour les 10 articles, à les proposer sur internet à des communautés, des sites, même lorsque j'avais cru que sur le plan thématique, hein, oui, sur le plan des thématiques qu'on prenait, ça devait assez rapidement les interpeller, et on n'a jamais vraiment, ou alors je suis très nul, hein, on n'a jamais, jusqu'à présent, j'ai renoncé depuis un bon moment, mais on n'a jamais réussi à comprendre très bien où je voulais en venir. Donc pour éviter ce genre de déconvenus, de malentendus, je me dis: «C'est l'idéal». Le format de vidéo sur YouTube, sans être un fanatique, de ces formes d'expression numérique, je pense que ça, on l'aura déjà compris. Alors oui, le texte d'ouverture, hein, histoire tout de même assez, oui, c'était, tout de même assez rude. Liane de Pougy, dont nous parlions la semaine dernière, je vous avais montré, la première édition en format de poche de son histoire avec Nathalie Barnet. Ça s'appelait «Idylle saphique». Ce bouquin qu'on peut, désormais se procurer en poche aux éditions des femmes, je peux remettre les références encore une fois, et vous trouverez ça pour tous les autres bouquins dont il est question dans ce numéro, comme d'hab, oui. Alors le texte que vous avez entendu avec l'histoire, oui, c'est cette histoire en Russie. Non, c'est le bouquin d'après, on retourne dans le bon. Oui, car j'aimerais tout de même ajouter quelques précisions. Alors oui, j'ai perdu mon post-it, 28 novembre, donc c'est fatalement un peu plus loin. Pardonnez-moi.
Ici, histoire d'un casque, d'une princesse et d'un pistolet. Je vous montre la couverture après, hein. Ça s'appelle Mémoire d'une demi-mondaine, 10 ans de fête, sous-titré 10 ans de fête. Et il était question au début de l'histoire, si vous avez bien prêté l'oreille, oui, à un moment donné, d'un nommé Cuba ou Cubat. Je ne sais pas trop sa orthographie, son patronyme à ce monsieur, C-U-B-A-T. Et on nous dit dans les annotations, les annotations sont très riches, très intéressantes, comme toujours dans ce genre de livre, recueil d'articles, recueil de chroniques, et on nous dit à son sujet, Pierre Cubat, de son prénom, Pierre Cubat, 1844-1922, était un célèbre, dans l'hypothèse où vous l'ignoriez, hein, ou jusqu'à présent ça vous l'ignoriez, c'était un célèbre cuisinier qui avait ouvert un grand restaurant début 1895 ou 95, comme on dit chez nous, au 25 avenue des Champs-Élysées, dans l'ancien hôtel de la Païva. Ceci dit, Liane se trompe. Oui, on ajoute Liane se trompe par contre, car à cette date, Cuba est rentré à Paris. Il ne reprendra du service à la cour de Russie que fin 1896, après y avoir travaillé à plusieurs reprises au milieu des années 1880, vous voyez, hein, sur le plan anecdotique, intéressant, des fois même savoureux, vous me direz, ça dépend un peu des... Ça renvoie un peu au centre d'intérêt de chacun, mais sait-on jamais ici, hein, l'occasion de saluer pour une fois un grand cuisinier français, peut-être un peu oublié, je ne sais. Alors, oui, notre demi-mondaine, notre courtisane, reine, ultra star, aurions-nous dit, à une époque à son sujet aussi peut-être, des courtisanes reines de Paris durant une dizaine d'années. Je vous ai rapporté dans les grandes lignes son parcours dans notre numéro précédent, à elle et à son amie, son amante Nathalie. Vous irez écouter le précédent si ça vous dit, hein, je le mets en lien à la fin de la vidéo. Alors c'est elle, notre demi-mondaine, mémoire d'une demi-mondaine, 10 ans de fête, relatif aux 10 ans de l'apogée de Liane dans la capitale. Tous ces textes étaient inédits et ils nous sont proposés par l'éditeur, on va encore la voir apparaître. Bien belle en vérité, hein, et sur le plan sociologique, pourquoi pas, sur le plan anecdotique, oui, maintes anecdotes, et sur le plan sociologique, histoire de voir un peu quelle était la vie d'une femme ayant accédé à un rang social assez élevé dans la société de son temps, hein, dans les classes dominantes de son temps, on peut l'envisager pour ça, pas seulement sur le plan purement anecdotique, et sur le plan du contenu intrinsèque des chroniques. Déjà, bon, déjà le récit que je vous ai lu, si je peux vous garantir, pour ce qui est de l'authenticité de ce qu'elle nous a raconté, Liane, alors là, sincèrement, je n'en sais rien. Pour l'authenticité, je ne suis pas du tout en mesure d'attester de quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, la couverture. Aux éditions Bartia, c'est sorti dans le courant de l'année dernière. Quand je dis nouveauté, il faut toujours entendre dans le chef de votre serviteur des parutions récentes, pouvant s'étendre parfois jusqu'aux 4 à 5 dernières années écoulées, maximum. Grand maximum. Oui, chez Bartia. Et ça va me permettre, c'est chez le même éditeur, et là, c'est le second fragment de texte, que le second fragment de bouquin, si vous préférez, que vous aurez entendu aujourd'hui, hein. Donc si ça vous dit, pour en savoir plus sur la liaison entre la reine des courtisanes Liane de Pougy, Anne-Marie Chassaigne, de son vrai nom, hein, nous avions évoqué
les dernières années de sa vie où elle avait fait le choix d'entrer dans les ordres. Elle était devenue dominicaine, hein, pour en savoir davantage sur sa liaison avec Nathalie Barnet. Vous irez écouter le précédent et le texte qui arrive est de Nathalie. C'est que peu de temps après le livre que vous avez vu, on a édité aussi. Là, sûr et certain, pour Liane, sûr et certain, c'est inédit, hein. Il y a, vous l'avez vu, un ruban promotionnel avec la mention inédit autour. Si tous les textes si ce roman, l'intégralité de ce qui se trouve dans ce volume de Nathalie Clifford Barnet, si c'est intégralement inédit, bon, vous allez me dire aujourd'hui, je sais pas grand-chose, mais bon, allez, avant de reprendre, je vous la montre. Elle aussi, elle est très bien prise. Très très beau cliché sur la couverture du bouquin intitulé. C'est un, oui, c'est un roman. Allez, on va se risquer à dire ça. Un roman des lettres, un roman épistolaire, un roman sous forme de lettres. Vous aviez saisi. Nathalie Barnet, hein, dans la splendeur de sa petite trentaine, à l'époque où elle fait la connaissance, la conquête, nous l'avons relaté, de Liane, et quand elle dit lettre à une connue, si ça vous a intéressé de faire la lecture d'Idylle Saphique, et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pouvez faire l'acquisition de ce recueil, car les lettres, elles sont. Vous l'aviez saisi aussi depuis un petit moment. Les lettres sont adressées et Nathalie reprend le pseudo qui lui a été donné, comment, oui, comment Liane avait fait le prénom qu'elle avait choisi, Flossie. Elle avait, oui, elle avait choisi d'appeler son amie Flossie dans le roman, dans Idylle Saphique, et ici, dans ce livre, Nathalie reprend ce prénom de Flossie. Elle signe toutes ses lettres d'un grand F. Et je vais vous lire la préface. Oui, préface où je vous avais déjà lu les derniers paragraphes dans un numéro. Ça fait partie des numéros, pour sûr, des numéros les plus récents que j'ai retirés. De l'antenne, oui, moi j'ai conservé les anciennes appellations du temps de la radio, que j'ai retirées de l'antenne. Bah oui, pourquoi pas. Je vous avais lu les derniers paragraphes, et ici, pour sûr, il sera question oui, du caractère intime, de sexualité, de la liaison, et partant de sexualité, bien sûr. Alors, allons-y pour la préface. Si le lecteur croit trouver, texte de Nathalie Barnet ici, si le lecteur croit trouver dans ces lettres quelque chose de semblable à celle de l'illustre Mérimée, oui, elle dit ça parce que Mérimée avait publié un livre, Lettres à l'inconnu. Alors ici, Lettres à une connue, avec, oui, l'article 1, et puis connu, séparé. Je ne sais pas si c'était bien apparu, le titre à l'écran, c'est pour ça que je le précise. Alors, je reprends. Si le lecteur croit trouver dans ces lettres quelque chose de semblable à celle de l'illustre Mérimée, qu'il se détrompe. Il n'est question ici ni de style académique, ni de rhume de cerveau. Ce n'est point par pédanterie que j'ai fait ce livre en une langue qui n'est pas la mienne. Oui, elle était américaine, originaire de Dayton, et puis Washington, dans une langue qui n'est pas la mienne. Le français, le français, reprend-elle, est la langue de mon cœur. Et si je l'écris mal, c'est assez concevable. Connaît-on jamais sa bien-aimée? Puis j'ai un invincible mépris pour l'orthographe et la grammaire. L'art et la technique n'ont rien de commun. C'est une platitude sans importance. Mais je tiens à souligner que la forme parfois fantasque et ridicule de ces lettres est voulue. Je l'ai choisie comme la seule capable de garder l'individualité de ces amoureuses de l'artificiel, qui préfèrent l'outré au simple, tant leur âme se plaît, loin d'une nature qui les a blessées par sa plate vulgarité.
Je sais que la bourgeoisie a beaucoup dit contre ces espèces de gens, entre guillemets, ces espèces de gens. Ce qui montre que sa myopie est aussi grande qu'en tout temps. Si elle parlait un peu moins et réfléchissait un peu plus, elle apprendrait que le hors nature n'est que le résultat naturel d'une civilisation forcée. Sans raisonner, elle accepte cette civilisation. Preuve, ses efforts continuels de grenouille pour ressembler aux vaches. Mais c'est un bœuf, je crois, dans la fable. Il n'est pas correct de dire vache en français. Pourquoi? La vache est un très bel animal qui a son utilité et mérite de servir de modèle à toutes celles qui le peuvent. Tout en l'estimant, je puis aussi comprendre qu'il y ait des êtres opposés que la civilisation a tellement marqué, tellement contourné que l'ordinaire seul leur serait anormal. On se contente de les appeler des dépravés. Les remèdes sont simples aussi. Quand c'est une fille, on la marie. Quand c'est une femme, on la divorce. Quand c'est un fils, on le déshérite. Quand c'est un Anglais, on le met en prison. Alors, oui, il y a une annotation aussi, je la lis directement. Nathalie Clifford Barnet fait allusion ici à Oscar Wilde. Je pense que vous l'aviez deviné, hein, qui subit un célèbre procès qui l'emmena le 25 mai 1895 à être condamné à 2 ans de travaux forcés en vertu d'une loi britannique qui interdisait l'homosexualité. Oui, je reprends peut-être, hein. Donc, quand c'est une fille, on la marie. Quand c'est une femme, on la divorce. Quand c'est un fils, on le déshérite. Quand c'est un Anglais, on le met en prison. On a vraiment des solutions aisées. C'est si facile de se dégager de toute responsabilité tant qu'il y a la justice. Mère future, n'êtes-vous lasse de vous accoupler selon la formule sociale à de bons partis pour donner à vos enfants des noms sales à force d'être portés? Choisissez-leur des blasons sans vous occuper des lèpres qu'ils cachent. Ou mariez-vous par amour à des rustres, à des ivrognes, pour transmettre à votre postérité toute une hérédité de vices, et quand vous verrez vos enfants estropiés, chétifs, excessifs ou imbéciles, vous vous direz ce qu'ont dit vos ancêtres. Quelle tristesse que Dieu nous afflige ainsi. Mais nous avons fait notre devoir. Ou soyez coquette, cultivez votre beauté, parfumez votre chair, développez votre esprit, lisez Baudelaire, poudrez-vous, entourez-vous d'objets d'art, soyez civilisés, mais aimez comme des bêtes. Allons donc, cela est bon pour celles à qui la civilisation n'est qu'une parure. Mais pour celles qui en sont pénétrées, corps et âme, il n'en est pas de même, et il est aussi inutile de leur en vouloir que d'en vouloir à l'art de nos temps. L'art de nos temps, cet excès de raffinement qui, là d'imiter la nature, lui préfère le n'importe quoi. Apôtre des extrêmes, amant des décadents, demi-teinte se mouvant dans le crépuscule des choses, aux semblances hors nature, nos artistes sont les avant-coureurs qui annoncent l'écroulement final de toute civilisation. Tout ce modernisme qui appartient aux décadents, tout ce nouvel art n'est que l'expression savante d'une dégénérescence inévitable de fin de jour qui s'éteindra peu à peu, épuisée d'elle-même pour donner place à l'aurore d'un renouvellement. Renvoyer, il va sans dire à votre entière appréciation. Alors, pour revenir une dernière fois aujourd'hui, les motivations dans l'hypothèse aussi où vous viendriez et où à ce stade vous seriez toujours en train de nous suivre, à ce stade de la vidéo, oui, dans l'hypothèse aussi, pourquoi pas, où vous viendriez de nous découvrir. Je parlais par rapport à l'écriture d'articles et on vient, et la semaine dernière, on parlait déjà d'art, de littérature fin de siècle, dont Nathalie et Anne-Marie ou Liane
ont été des représentantes, mieux des incarnations à divers titres, et je vous avais dit qu'à ma façon, j'avais été aussi au siècle suivant un enfant, si on veut, oui, tout de même, un enfant fin de siècle, et peut-être allez-vous vous reconnaître aussi si vous êtes arrivé à l'âge adulte au début de la décennie 90, hein, si vous êtes devenu un jeune adulte, comme on dit, au tout début des années 90, c'est que ceux qui ont en dessous de 30 aujourd'hui, le contact, pour ne pas dire, oui, simple prise de contact, ça devient très, très dur. C'est de plus en plus pénible. Nous sommes de plus en plus nombreux à oui, si les chemins de l'existence nous y amènent, hein, je dis bien nous y amènent à des tentatives de prise de contact avec des plus jeunes en dessous des 30 et voilà, je ne dis pas même en dessous de 20. Mais en dessous des 30, on ne nous aime pas trop et ma mère dit souvent comme ça: «Il y a des gens, il faut vraiment être toi pour les supporter» et j'ai souvent été confronté au sein des générations montantes, hein, de ces chances pour nos contrées, indépendamment de toutes origines ethniques, confessionnelles ou autres. Je dis bien, hein, oui, de ces chances pour l'avenir. Hem, Sous tous les de toutes contrées, sous tous les horizons et c'est ils apprécient pas, ce qu'ils n'apprécient pas. Ils aimeraient déjà que les et là, on ne va tout de même pas, je suis désolé, on va tout de même pas demander pardon, on ne va pas, demander de s'excuser d'être venu au monde ou au moment où nous l'avons fait. Je sais que vous aimeriez, vous êtes nombreux au sein de ces générations montantes, vous aimeriez que les 45 dernières années n'aient, jamais existé. Je n'ai jamais prétendu, que ça avait toujours été loin s'en faut, monts et merveilles, mais voilà, on va pas demander pardon non plus. Ce qui vous ennuie, c'est que nous ayons été, tout de même que nous ayons vécu, en direct, certains événements, fût-ce pour, être, revenu tôt ou tard sur certaines appréciations que nous avions pu, formuler. Mais oui, le fait que nous ayons assisté en direct à certaines choses, j'ai déjà remarqué ça. Ça ne vous arrange pas des masses et qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ou vous nous oubliez complètement ou alors, fournissez un minimum d'efforts pour essayer de conceptualiser. Au début des années 90, on ne disposait pas encore de l'internet, hein, et pour ce qui était de l'accès aux référents, oui, à nos référentiels, si on avait envie de se pencher sur des bouquins pour avoir des titres, des références, si on n'avait pas la chance d'avoir grandi dans un milieu branché, je ne dis pas même spécialisé, je ne dis pas même diplômé, non, déjà assez branché sur les matières, sur les domaines qui nous intéressaient, hein. Si on n'avait pas cette chance, on pouvait très rapidement, on n'avait pas l'accès aux référents comme aujourd'hui, c'est sûr, à l'ère numérique, même si je reste assez sceptique, mais ça, ce sera l'objet d'un autre débat. Oui, ça se discute encore, la manière de savoir si toutes et tous sont réellement en mesure de bien se servir de l'outil. Mais c'est oui, comme le disait souvent un ancien ami, une ancienne connaissance, c'était sa phrase favorite. Il ne pouvait pas avoir une conversation sans la sortir. Ce sera l'objet d'un autre débat, oui, comme lui le dit, hein, laissons ça, la question de savoir, la question de la maîtrise de l'outil numérique, mais essayez de vous représenter comment, sans ça, déjà sans ça, on pouvait assez rapidement se retrouver en joignant divers paramètres, en faisant l'assemblage, hein, on pouvait très rapidement se retrouver. C'était au petit bonheur la chance pour se procurer des bouquins bien souvent, hein, et j'ai vécu tout de même presque, oui, jusqu'à presque l'âge de 30 ans dans une ville, où il y avait une librairie qui était, comprenait plus
que ce qu'on appelait et appelle toujours une librairie papeterie, hein, une librairie, vous avez saisi. Il y en avait une seule et encore, il avait fallu attendre un nombre invraisemblable d'années pour qu'une librairie rouvrît, dans notre patelin. Il fallait se déplacer, aller ou à la capitale ou, dans de grandes cités, dans notre province ou ailleurs. Oui, c'était pas toujours donné non plus, hein, et oui, ça il y avait des frais pour ça. Faites l'assemblage, essayez de vous représenter comment on pouvait se retrouver livré à soi-même et avec ceci d'incroyable me concernant et peut-être n'ai-je pas été non plus le seul. À un moment donné, j'ai réalisé que oui, on m'avait déjà délivré un titre, un diplôme d'enseignant en français histoire et pour l'histoire, livré à moi-même comme je l'étais, en dépit de ce diplôme qu'on m'avait remis, ce n'est que dans la trentaine bien avancée, que par moi-même, je commencerai tout doucement à me faire une idée de ce qu'avait pu être le structuralisme, le néo-positivisme, en quoi ça, qu'est-ce qui les distinguait du marxisme, etc. Et déjà, déjà au début de ma trentaine, curieusement, j'avais réalisé le caractère franchement problématique, pour moi, en tout cas pour moi pour sûr, pour vous je ne sais pas, mais j'avais réalisé le caractère franchement problématique, comprenez l'étendue de mes lacunes en philosophie. Je vous ai dit, hein, par moi-même, le découvrir tout ça et après, bien après 40 ans, je pourrais enfin me faire une idée et pour être honnête, découvrir l'existence, découvrir ce que c'était, de courants comme la French Theory et je ne parle même bon, on va laisser les nouveaux philosophes, hein, mais je pense que vous encore une fois, vous avez compris, hein et essayez de faire avant de vous montrer aussi sectaire et sentencieux avec, les représentants de notre génération, surtout quand on fait des efforts et qu'on pensait bien faire à la base pour vous refiler à notre façon, à la vieille manière d'avant l'internet et des tuyaux, des référents. Oui, il faut toujours refaire le petit déclic remettre à la place un petit quelque chose dans notre crâne pour nous souvenir qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup plus, ça se transmet beaucoup plus et beaucoup plus, rapidement dans pas mal de cas, par le canal numérique, hein, mais quand on pense bien faire, quand on veut comme vous renseigner, vous aider, avant de vous montrer aussi sectaire et sentencieux, des fois réfléchissez à ce que je viens de dire. Ou alors vous nous oubliez carrément, hein. Oui, ma mère, il y a des gens, il faut franchement être toi pour les supporter et je peux vous dire que dans le courant des 10 dernières années écoulées, j'ai eu affaire à des jeunes gens, bon, je ne veux aucunement m'acharner, peut-être, oui, il faudra mieux aujourd'hui, hein, maintenant que le temps a passé, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais si vous m'entendez, croyez-moi, je pense qu'aucun oui, sincèrement, aucun autre adulte de mon âge, de l'âge que j'avais déjà à ce moment-là, aucun autre adulte de l'âge que j'avais n'aurait fait l'effort de vous supporter le temps que moi je vous ai supporté ensuite, après m'avoir parlé comme vous l'aviez fait, de façon aussi dogmatique, sectaire, sentencieuse et condescendante lors de notre première prise de contact. Aucun, absolument aucun. Mais ceci dit, je ne doute pas que vous ferez de grandes choses, sans ironie aucune. Vous avez vu les 2 bouquins, sortis tous les 2 chez Bartilla et j'aimerais vous signaler, je parlais de philosophie il y a quelques instants, la réédition de ce mois, c'est aux éditions de Minuit. Ils viennent de ressortir le premier grand ouvrage philosophique, de l'homonyme originaire, de la même contrée, du même pays, la Hongrie, à savoir la Hongrie, oui, l'homonyme du cinéaste américain, du réalisateur de La Guerre des étoiles, d'origine hongroise et c'est qu'en 1923-1924, à l'époque où
Tout doucement, on dit que tant Liane de son côté que Nathalie du sien, un peu moins, mais un petit peu quand même aussi du côté de Nathalie, quand elle commençait de diverses manières à s'assagir l'une et l'autre, eh bien, il y avait un nouveau venu au même moment dans le monde de la philosophie, dans le monde des lettres germaniques d'expression allemande, oui, hongrois de naissance, mais son livre sorti en 24, il l'avait intitulé, je ne vais pas dire le titre original, ce sera horrible, il l'avait intitulé, traduite l'allemand, ça donne histoire et conscience de classe, essai de dialectique marxiste. Le livre de Georg Lukács, Georges Lukács, si vous voulez. Je possède une ancienne édition, hein, que j'ai d'ailleurs, ça je ne sais pas si on l'a vu, mais avant d'enregistrer l'émission, il n'était pas dans un état qu'on pouvait qualifier de désastreux, mais ça lui a fait du bien. Oui, je l'ai quelque peu rafistolé. Histoire et conscience de classe. Et Lukács, qui avait déjà écrit sur l'art, notamment dans le courant de la décade précédente, et qui s'était assez politisé, oui, même fermement politisé, après la Première Guerre mondiale. Et c'est son premier livre où il traite de marxisme, et il va nous entraîner sur les terrains de la res, comprenez RES, la fameuse réification. Oui, ce thème qui lui tenait, pardonnez la pauvreté d'expression, mais qui lui tenait, oui, en philosophie, c'est pas terrible, mais ce thème qui le tenait tant à cœur dans ses écrits, il faut entendre cette métamorphose que peuvent subir tous les êtres et les choses produites lorsque ça devient des marchandises vides de toute essence. Mmh, Nous avons dit, et il l'avait écrit, oui, à propos de réification, de ce processus de réification. Qu'est-ce qui fait qu'on devient comme ça res, qu'on se réifie, qu'on peut se réifier, se chosifier peut-être? Eh bien, oui, il nous l'explique, comment ça se passe quand on devient vide de toute essence et également de tout sens vivifiant. Ça n'a pauvreté encore de ma part, mais je n'ai aucune ambition philosophique en venant ici, juste vous présenter, vous signaler des parutions, des nouveautés, oui, des parutions, des rééditions. Donc j'en avais fait l'acquisition en occasion il y a quelques années pour ma part, et c'est réédité en grand format toujours, aux éditions de Minuit. Je retrouve mes bigleuses. Alors, c'est l'ouvrage de Lukács qui s'ouvre sur la citation célèbre de Karl Marx. Jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. À présent, il importe de le transformer. C'est la citation qui ouvre l'ouvrage d'Histoire et conscience de classe. Et dans la préface rédigée par monsieur, si ma mémoire est bonne, voilà, je ne veux pas me gourer. Oui, dans la préface de monsieur Axolos, c'est vrai, qu'il sera amené à revenir sur certaines choses qu'il avait, oui, sur certaines propositions qu'il avait faites dans son ouvrage. Ultérieurement, il sera amené à y revenir, et dans la préface, on nous raconte que c'est exact, à l'époque stalinienne, à la fin des années 40, Lukács sera critiqué en Union soviétique, et il en viendra à faire aussi à un moment son autocritique, c'est vrai, hein, c'est rigoureusement exact. Je n'ai rien à redire, mais ce que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi le préfacier estime que le livre réédité, édité, pas réédité, édité pour la première fois intégralement, dites-moi si je me gourre, si je me suis gouré, ou si jamais l'éditeur Émeric passe par là, corrige-moi au besoin Émeric, mais je pense que c'est chez toi, chez Delga. Oui, c'est dans ta boîte qu'on a édité pour la première fois dans notre langue les 3 volumes, ce triptyque de la destruction de la raison de Georg, et on n'en dit pas du bien du tout dans la préface de mon livre ici, de cette histoire et conscience de classe. Je ne pense pas, et
Oui, je ne suis pas le 1er à dire ça. On ne peut pas ramener tout de même, discutable peut-être par certains aspects comme tous les ouvrages, mais je ne suis franchement pas sûr que ça se ramène à quelque éloge, de Iosif Vissarionovitch Djougashvili, hein. Je ne pense pas que ce soit strictement oui, qu'on puisse, ramener une telle production, une telle œuvre à ça, hein. Je parle là du triptyque, je mettrai des références aussi en description du triptyque de la destruction de la raison, qui est sorti bien après, à partir des années 50 du siècle dernier. Et celui-ci, donc, hein, l'arrivée fracassante en fanfare, comme on voudra, de Georg dans le monde de la philo, des lettres, oui, j'ajoute des lettres car on n'ignore pas qu'il sera amené à écrire beaucoup aussi sur les écrivains, les artistes. Lui qui avait déjà produit, oui, son histoire de l'art, elle était déjà faite, hein, elle était déjà sortie, publiée au moment où Histoire et conscience de classe est venu. Je peux vous donner quelques titres de chapitres, sait-on jamais si ça peut vous, allez, l'eau à la bouche, je ne sais pas. L'introduction, évidemment, c'est qu'est-ce que le marxisme orthodoxe? Et puis, bien sûr, le chapitre sur la conscience de classe. Vous avez le chapitre où Lukács revient sur la critique de la révolution russe de Rosa Luxembourg, et puis la réification et la conscience du prolétariat, hein. Quelques titres, quelques parties de ce bouquin, réédité aux éditions de Minuit. Et pour terminer, eh bien de la poésie. Je pense bien qu'il aurait apprécié, oui, qu'il aurait approuvé mon choix. On va aller chez Holderlin. J'espère que le motard ne va pas faire trop de bruit. J'ai montré toutes les couvertures, tout est en ordre, c'est parfait. Il me reste à vous faire lecture de ce texte. Alors Holderlin, et c'est je le prends dans l'intégrale qui est sortie aux éditions de la Différence, il y a une petite quinzaine d'années. Texte établi par Michael Knopp et traduit de l'allemand. Oui, le traducteur était François Garrigue. C'est la traduction et c'est dans l'édition bilingue de Monsieur François Garrigue. Alors là, le volume. Oui, c'est très très bien. Il est assez, il est volumineux, fatalement volumineux et pesant, mais c'est très très bien. Vous avez tout. Oui, vous avez tout Holderlin, l'intégralité. Quand je dis l'intégralité, toute la production poétique de Friedrich. C'est le texte. J'ai choisi le texte. Je peux bien te le dire, hein. Peut-être y aura-t-il des amateurs à qui ça fera plaisir sur le coup, je l'espère. Je peux bien te le dire, et ça faisait déjà partie de ce qu'on appelle les poèmes de la tour de Tübingen, où le poète résidera plus de 30 ans, des 30 dernières années de son existence, la tour de Zimmer à Tübingen. Et nous sommes dans une période, si j'ose dire, d'entre-deux. Hölderlin, il se trouvait dans le Bordelais lorsqu'il a contracté ses premiers signes d'absence. Oui, les premiers signes qui laissaient indiquer un déclin progressif de sa raison. Oui, d'une certaine manière, la destruction de la raison d'Hölderlin, ce n'est pas peu de choses à dire si on s'efforce ensuite, oui, si on s'efforcera ensuite de recontextualiser dans l'histoire de l'art et des idées. Ce n'est pas rien, et c'est un texte qu'il rédige dans une période où il a conservé encore une certaine part de ses facultés, hein. Il ne signe pas encore ses poèmes en se faisant passer pour le poète italien. Tous ces petits poèmes aux thématiques assez obsessionnelles, avec bien souvent le thème des 4 saisons qui revient, hein. Ça, c'est ce qui suit dans le bouquin, ce qui clôture l'intégrale.
Ici, les poèmes de Scarganelli et ici, nous sommes encore confrontés à des textes assez amples qui peuvent tenir Mmh, d'une certaine forme de prose poétique. Alors, je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi et je vous retrouve dans moins d'une petite semaine. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est pas interdit de s'abonner, de mettre un pouce favorable, d'activer la cloche. Je dis ça, la cloche, ne serait-ce que ça, la cloche, j'insiste, histoire d'être tenu au courant. Voilà, d'avoir un signalement. Quant à nos parutions, merci de m'avoir suivi. Je peux bien te le dire, je peux bien te le dire, je ne cesse de me réjouir des temps meilleurs dont je me souviens. Je garde mémoire des heures meilleures dont j'ai méconnu l'esprit pur et bon et joyeux, jusqu'à me tromper sur le visage des hommes et sortir de mon cœur des paroles injustes. Je suis à présent dans une disposition à plus justement apprécier ma vie. Je ne m'étonne pas d'être sorti de la solitude et vis mieux dans l'ouvert de la création et dans une vie active, peu portée au malentendu et plus propre à satisfaire la conscience. Je prends en un mot le monde tout autrement. J'admire ce qui m'est arrivé. J'ignorais que j'avais une existence tournée vers le plaisir et la beauté de la vie. J'ignorais que ce ciel, l'impérissable de la nature où je vis pour un temps, ces tranquilles nuages en demi-teinte sous lesquels s'attarde mon bateau, et ce soleil, ces vents favorables, témoin pour moi d'un être plus haut et d'un futur plein de promesses, que tous ces sanctuaires auxquels est voué mon cœur ne sont pas simples signes du passé, mais le sont aussi du présent, où je trouve des hommes non seulement bons, mais supérieurs, une lisibilité sans confusion de notre nature, avec ses grands et ses hommes de loi. Merci à vous et à bientôt.